Depuis un demi-siècle, la CEDEAO se présente comme le bouclier politique, économique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais après 50 ans d'existence, une question dérange. A-t-elle réellement tenu ses promesses? Entre intégration régionale inachevée, instabilité croissante, coups d'État en série et tensions diplomatiques, l'organisation est plus que jamais sous le feu des critiques. Alors, bilan de réussite ou échec camouflé? Vous regardez, vous donnez votre point de vue, cas précis de la Guinée-Bissau. Le cas précis de la Guinée-Bissau. L'action de la CEDEAO, voilà les points d'action que la CEDEAO devrait faire, puisqu'on a déjà eu les différents points de vue. Vous donnez votre point de vue, mais vous regardez aussi le cas de la Guinée-Bissau. Comment est-ce que la CEDEAO devrait manœuvrer justement avec cette nouvelle actualité? D'accord. Bon, je pense que le traitement de la situation en Guinée-Bissau que fait la CEDEAO est quasiment similaire un peu avec tous les autres coups d'État. La première chose, c'est de suspendre. Voilà, le pays de l'organisation. C'est ce que la CEDEAO peut faire, suspendre, et puis à un moment donné, prendre des sanctions. Si on voit que la situation intérimaire qui se met en place n'est pas conforme à rapidement revenir à un état de droit, on se dit donc qu'il faut des sanctions. Mais il ne faut pas regarder la base justement du problème là-bas. Je vais y arriver. D'accord. Ce que je vais dire que le traitement actuellement accordé à la situation en Guinée-Bissau est similaire pratiquement à ce qui est fait d'habitude. Voilà, peut-être qu'on attend donc maintenant la condamnation, la condamnation, la deuxième étape qui va venir certainement, ça sera peut-être les sanctions éventuellement, mais ça dépendra de comment le général actuellement, l'homme fort aujourd'hui... Ils ont été suspendus par l'Union africaine. C'est ce que je dis, suspendus, mais il y a des sanctions. Souvent, quand on suspend par rapport à sanctions, tout à fait. donc peut-être les sanctions suivront plus tard. Donc c'est quasiment la même démarche. Mais si on veut être rigoureux, quand on regarde un peu la démarche depuis des années, cette même démarche ne prospère pas. Elle ne produit pas de résultats probants. Comment ça? Mais parce que, Christelle, de vous à moi, quand on finit de suspendre, quand on finit de sanctionner, c'est quoi à la suite? Mais les gens sont assis dans leur fauteuil tranquille. Mais est-ce que la CEDEAO, en suspendant, ne montre pas justement sa fermeté? C'est ce que je suis en train de dire. Christelle, quand vous avez l'habitude de prendre un remède et que vous vous rendez compte que le mal pour lequel vous prenez le remède n'est plus efficace, mais il faut passer à autre chose. Sinon, ça devient insensé de toujours vouloir faire la même chose et puis obtenir des résultats contraires. Voilà. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que la CEDEAO, dans son fonctionnement actuel, au regard des dispositions qu'elle prend et autres pour régler les questions dans les pays, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il faut vraiment qu'on ait le courage de s'asseoir et puis dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? On pose le diagnostic et puis on essaie d'apporter les réponses qu'il faut. Pourquoi ça ne marche pas? Moi, je pense, à mon humble niveau, pourquoi ça ne marche pas? Pour la simple et unique raison que la CEDEAO reste une entité fermée. Ça veut dire fermée comment? Si vous sortez de cette salle, de ce studio de télévision, le premier Ivoirien que vous allez voir sur la route, demandez-lui c'est quoi la CEDEAO. Demandez-lui ce qu'il pense de la CEDEAO. Demandez-lui quels sont les actes que la CEDEAO a posés, dont il est au courant. Vous n'aurez même pas 10 personnes qui vont vous parler de la CEDEAO. La CEDEAO agit de façon fermée. Mais quelle est cette organisation qui est fermée au point où ce qu'elle fait, les citoyens même des pays ne savent pas? Mais prenez un peu l'Union européenne. Demandez à n'importe quel Français, c'est ce que l'Union européenne fait. Quand on parle même des élections au niveau du Parlement européen, mais c'est des élections qui sont... Mais de vous à moi, vous savez que la CEDEAO est un Parlement? Est-ce que vous avez une fois su même à quel moment on a fait l'élection pour mettre les gens là-bas? Vous ne savez même pas. Nous-mêmes qui sommes là, qui ne savons pas, qui sommes censés donner l'information. Bon, comment le citoyen lambda saura? La manière de gérer la communication de la CEDEAO, pour moi, elle est caduque. Elle ne répond plus au moment. Il faut qu'on la refasse. Il faut que pas les Ivoiriens, mais les citoyens des États membres de la CEDEAO comprennent c'est quoi la CEDEAO. C'est par là qu'il faut commencer. La CEDEAO, on a l'impression qu'elle agit de façon élitiste. Donc c'est le groupe les membres du gouvernement et puis les présidents de la République qui c'est leur affaire, c'est eux qui savent ce qui se passe dedans. Ils savent à quel moment on est arrivé ici, à quel moment on est arrivé ici. Pendant ce temps, le citoyen lambda qui, lui, en réalité, cette organisation est censée agir dans son intérêt, ne sait même pas. Il y a une réalité. Très bien. Donc je pense que c'est là qu'il faut travailler. Il faut que la CEDEAO s'ouvre davantage et qu'on comprenne quels sont ces mécanismes, ces missions, que les citoyens s'approprient. C'est à ce prix-là que vraiment on va savoir ce que la CEDEAO fait. Il faut de la transparence en un mot dans la gestion de cette organisation. Dans la communication. Daouda, votre regard justement sur l'institution qui a célébré 50 ans le 28 mai dernier. Et puis vous regardez la gestion. Élysée a dit on fait les mêmes choses, la gestion du dossier Bissau-Guinéen. Non, en fait, il faut dire les choses. C'est vrai que tout à l'heure, Barry et Guébré parlaient de la CEDEAO des peuples, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, la CEDEAO s'est muée, en fait, elle a étendu en fait ses prérogatives en fait, puisqu'au-delà de l'intégration économique aujourd'hui, il y a une mission politique et sécuritaire qui est arrivée. Première des choses, c'est la promotion de la coopération économique et sociale qu'on sait déjà, et la préservation de la paix et la sécurité, puisqu'il y a eu des médiations, et puis il y a la promotion de la démocratie, des droits humains et de la bonne gouvernance. Au-delà de ça, elle a aussi arrivé à arbitrer des différends au sein de la communauté. Donc, elle a quand même réussi des choses. Bien sûr, c'est pour cette raison que c'est à ce niveau-là que j'arrive au niveau des acquis, en fait. Parce que
battre en brèche carrément. Non, le tableau n'est pas noir. Voilà, parce que je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Voilà. Pour dire que la CEDEAO aussi a eu des acquis, notamment concernant les mécanismes de prévention et des règlements des crises. Ne l'oublions pas. Exemple de crise. Nous avions, je parle de la Côte d'Ivoire même, nous avions été en crise ici pendant des années. Disons les choses clairement, je pense que la CEDEAO a pesé de tout son poids pour qu'aujourd'hui on puisse avoir une solution. Parce qu'aujourd'hui, je comprends la posture d'Élysée. Parce que quand on regarde le Mali, le Burkina et le Niger, leur posture aujourd'hui met en fait la CEDEAO dans une situation plus ou moins inconfortable. Mais justement, et c'est là où justement, parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi qu'on est dans une guerre géostratégique entre les différents États. Il y a l'Occident d'un côté, mais il y a aussi nos amis russes d'un autre côté. Donc toutes ces influences-là jouent. Donc là où je le rejoins, c'est qu'après, quand on regarde toute cette bataille géostratégique entre les différents, entre l'Occident, entre l'Ouest et l'Est, je pense qu'on peut essayer de faire des réformes, mais il ne faut pas battre de but en blanc pour dire que la CEDEAO n'a vraiment, elle ne sert à rien, il faut la réformer. Il faut faire... Je suis d'accord pour la réforme. Mais allons-y doucement. Elle a fait des choses. Elle a fait quand même des choses. Ce qu'elle a fait, il faut le reconnaître. Maintenant, après, ce qu'on peut améliorer, cherchons à améliorer. Marius, comment est ce qu'elle a fait, il faut le reconnaître. Et puis après, ce qu'il y a amélioré, il faut améliorer. Pour vous, la CEDEAO, aujourd'hui, dans le nouveau contexte géostratégique que nous avons, que doit-elle changer? En tout cas, si je me réfère à la CEDEAO des pères fondateurs, oui, du chemin a été parcouru. Depuis Eyadema, par exemple. Vous avez le président togolais Eyadema, bien sûr, à l'époque, pas Fort Eyadema, le père, Eyadema père, depuis Houphouët-Boigny. Je parle de Mathieu Kérékou. À cette époque, la CEDEAO était vraiment la CEDEAO. Mais je n'oublie pas au passage également Ibrahima Badabashir Babangida, le président du Nigeria de l'époque. C'était véritablement des hommes influents dans la sphère des décisions au niveau régional. Mais de cette époque à ce jour, vous avez à ce jour, dans la sphère CEDEAO, au maximum 4 chefs d'État qui tirent pour l'instant leur épingle du jeu, qui sortent du lot et qui représentent véritablement la voix de leur région. C'est le cas du président ivoirien, qu'on le veuille ou pas, Alassane Ouattara, sa voix compte dans la région. Vous avez également le président ghanéen, Kufo. Vous avez également le président en exercice de la CEDEAO, bien évidemment. L'ancien président ghanéen, donc l'ancien président Dramani plutôt. Et donc, vous avez également... Non, Nana Akufo. Oui, non, c'est John Dramani Mahama, l'actuel président. Voilà. Et donc, vous avez également un chef d'État comme Mada Abio, qui préside donc les destinées de l'organisation. Et donc, ces 4 chefs d'État tirent leur épingle du jeu. Et l'ancien président Goodluck Jonathan, qui fait de la médiation du Nigeria. Bien entendu, et ils sont nombreux comme ça que la CEDEAO prend très souvent pour faire de la médiation. Mais ce qui n'a pas véritablement marché, tout le monde l'a dit, c'est l'instabilité dans la sous-région, de l'instabilité même dans la communauté. Mais on ne peut pas aujourd'hui dénier... Et avec l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, il faut pas le dénier. Obasanjo aussi, évidemment. Et on ne peut pas aujourd'hui oublier quand même que la CEDEAO nous a permis aujourd'hui de disposer du pouvoir de circulation dans l'espace CEDEAO sans visa. Oui. C'est un acquis important et c'est ce que nous recherchons comme ce qui... nous voulons cela à l'image de ce qui se passe par exemple dans l'Union européenne. C'est ça. Mais il y a un problème de monnaie commune qui aujourd'hui constitue un nœud cordien pour les chefs d'État qui ne sont pas encore capables de pouvoir aller vers la monnaie commune. Ce qui pourrait certainement permettre à la CEDEAO de mieux gagner si d'ordinaire nous arrivions à mettre en place une monnaie communautaire. Ils y travaillent, en tout cas, selon ce qu'on a pu avec l'écho, on nous en parle, mais ça traîne et on se demande les raisons. Là où l'Europe a pu mettre l'euro en place dans un bref délai et dans l'intérêt de tous. Aujourd'hui, l'euro permet à toute la communauté européenne, en tout cas dans les espaces où l'euro prime, eh bien, de circuler aisément et sans embrage. Donc, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Nigeria, dans tous ces États membres de la CEDEAO, malgré ce que nous constatons, par exemple, au niveau de l'AES, il n'en demeure pas moins que les États de l'AES restent quand même des États de la zone communautaire. Et forcément, tôt ou tard, reviendront à leur place. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.